dessiner et dessiner pour apprendre. Un épisode pour réfléchir à la place et à la fonction du dessin dans le développement de l'intelligence, de la sensibilité et de la créativité. Alors, c'est pas pour raconter ma vie, mais un peu quand même. Vendredi dernier, je suis allée à Lascaux 4. Ce nouveau musée comporte une partie atelier avec des dispositifs destinés à nous faire réfléchir à ce qu'on a vu dans la reproduction de la grotte. Les explications nombreuses soulignent un point. Si on sait comment les préhistoriques représentaient les animaux et les signes sur les parois des grottes, techniques variées, type de pigments, modèles utilisés, on ne sait pas du tout pourquoi. Et moi, c'est ce pourquoi qui m'intéresse aujourd'hui. Pour quelles raisons on dessine ? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire quand on nous met un crayon dans la main, enfant ? Et pourquoi faire ? En fait, pourquoi on dessine, qu'est-ce que ça nous apporte depuis nos 2-3 ans, l'âge où on commence avec un feutre, un crayon à papier, et pourquoi peut-être on s'arrête de dessiner trop souvent en grandissant, alors que c'est assez utile pour les apprentissages. Dans cette émission, on va logiquement s'intéresser à la maternelle, mais aussi à la suite de la scolarité et à nos vies aussi. Le dessin a tant de fonctions. Représenter le monde, les sentiments, les idées, donner un sens, montrer des liens entre des choses assez disparates. Il pose, poétise, et c'est pas seulement ce que font les artistes, mais ça aussi, on va en parler. En fait, le dessin parle beaucoup de celui ou celle qui le produit. Qu'on dessine un bonhomme à l'âge de 4 ans ou qu'on soit exposé dans une galerie ou encore qu'on dessine en écoutant la radio, il paraît qu'il y a pas mal de gens qui le font. Le dessin, c'est aussi le mouvement conscient ou non de quelque chose en train de se faire dessiner. C'est peut-être aussi réfléchir et parfois à son insu. Si j'ai eu l'idée de produire cette émission, c'est à l'occasion du très formidable Festival du dessin qui se tient depuis le 18 avril et jusqu'au 17 mai à Arles. Moi, je dis à Arles et non en Arles. En cette année 2026, j'ai croisé son président, Frédéric Pajac. Il m'a parlé de l'école. Il en avait parlé dans son discours d'ouverture et c'est pour ça que j'ai voulu lui tendre le micro d'être et savoir. Tout le monde dessine, tous les enfants dessinent, et à un moment donné, ça s'arrête. C'est parce qu'il n'y a plus de cours de dessin, quoi. On devrait faire la même chose avec la musique. On devrait vraiment encourager les gens, on devrait faire, une journée de dessin par semaine. C'est tellement intéressant, le dessin, ça permet d'exprimer tellement de choses. Et vous savez que, par exemple, en pédopsychiatrie, on travaille beaucoup avec les dessins des enfants pour essayer de déceler des problèmes familiaux, des problèmes des souffrances, etc. Le dessin est vraiment un révélateur et un langage particulier parce que c'est notre premier langage créatif en fait, avant la musique. C'est vraiment la première chose que les enfants font, c'est du dessin, quoi. Et on a supprimé le cours de dessin dans les académies des beaux-arts. Et pendant longtemps, dans les années 2000 et tout ça, on est parti dans les installations, les vidéos, on est parti dans une mode en fait. Et on a oublié le langage du dessin. Et en fait, c'est assez mystérieux comment le dessin est réapparu. Et en fait, il y a de plus en plus de salons, de festivals, de manifestations, de galeries qui présentent du dessin. On est dans une époque où le dessin, on redécouvre le dessin et on le découvre comme un art majeur maintenant. C'est plus l'art mineur qu'il était, c'est-à-dire le croquis préparatoire pour la peinture ou pour l'architecture. Donc maintenant, on est vraiment dans un renouveau du dessin et de l'intérêt pour le dessin. Et je vois que ça va croissant. Le festival, c'est vraiment la démonstration de ça, parce que ça fait 4 ans qu'on existe, c'est-à-dire on est un très jeune festival. Et la première année, on a réuni 70 000 personnes. Et là, on est à 170 000. Frédéric Pajac, à l'occasion donc de l'ouverture de l'exposition La Jeune Garde à l'honneur, les écoles d'art, en partenariat avec Hermès, qui m'a conviée à cette expo car la marque soutient la chaire Nouveaux imaginaires du dessin de l'École des arts décoratifs, abritée par PSL à Paris. Bonjour Emmanuel Tiblou. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'École des arts décoratifs, donc APSL, Université Paris Sciences et Lettres, on peut le préciser. On aura l'occasion peut-être d'évoquer vos autres et nombreuses fonctions. Donc on s'est rencontrés là, à Arles ou en Arles, à l'occasion de cette exposition. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a un renouveau du dessin aujourd'hui sur la scène culturelle.
Il y a assurément un renouveau du dessin sur la scène culturelle, comme en témoignent un certain nombre de foires ou d'événements. Vous avez à Paris le Drawing Now, vous avez un événement dédié au dessin au Palais Brognard, et puis depuis 4 ans, ce festival du dessin à Arles, qui est en effet remarquable. Et donc, on peut s'accorder à considérer qu'il y a un renouveau du dessin, de l'intérêt pour le dessin, avec un marché aussi qui se crée. Comme Frédéric Pajac le dit, je crois que longtemps, le dessin a été considéré du point de vue de l'esquisse, et le dessin, on y reviendra sans doute, a partie liée assurément avec le commencement, avec l'ouverture. Et aujourd'hui, le dessin est considéré aussi en tant que tel. Et vous le savez peut-être, mais une esquisse de Michel-Ange, un pied de Michel-Ange de 12 centimètres sur 10 centimètres vient de se vendre le 27 millions d'euros. En effet, c'est à peu près. C'était une esquisse pour la chapelle Sixtine. Et donc, il y a cet engouement pour le dessin. En revanche, je modérerai tout de même les propos de Frédéric Pajac concernant la place du dessin dans les écoles d'art et Ah dans mais on va y l'enseignement revenir. artistique. On y reviendra peut-être. Ouais, je vous la poserai, cette, question, après peut-être avoir, fait connaissance avec, les autres invités. Bonjour Mathieu Cassotti, Bonjour. professeur en psychologie du développement à l'université Paris-Cité et au laboratoire LabPsyD, qu'on connaît bien, en particulier avec, Grégoire, Borst. Vous avez, avec lui, coécrit «C'est pas moi, c'est mon cerveau», un livre pour comprendre enfin ce qui se passe dans la tête. Il se passe pas mal de choses dans la tête quand on dessine. Il se passe beaucoup de choses quand on dessine parce que le dessin, c'est pas juste mettre quelque chose sur un papier, c'est organiser sa pensée, c'est focaliser son attention, c'est encoder l'information et la mémoriser. Donc c'est toute une cascade en fait d'événements cognitifs qui vont avoir un rôle dans l'éducation derrière. Ça aussi, on va le développer, mais première question pour faire le lien avec la pratique artistique, est-ce que ce qui nous plaît en tant que public, comme moi quand j'assiste à tout un tas d'expositions, il y en a beaucoup, beaucoup à Arles en ce moment, il y en a à Paris, plein aujourd'hui de musées exposent des dessins d'artistes très connus pour leur peinture. Quand je vois ces dessins, est-ce que j'accède à quelque chose de différent qui montre peut-être quelque chose en train de se faire, la pensée en train de se faire, quelque chose de plus méta qui montre ce qu'il y a derrière la création que pour d'autres formes artistiques qui paraissent plus abouties sans voilà, méjuger le dessin. Bah, l'avantage du dessin, c'est que c'est une forme artistique qui est assez accessible. On l'a dit, dès l'âge de 2 ans, on peut commencer à pratiquer soi-même en fait le dessin. Donc j'accède en fait à la possibilité de m'exprimer par quelque chose d'artistique qui est très facile d'accès. Bien sûr qu'il y a la technique, bien sûr qu'il y a tout un travail derrière, un entraînement qui va être nécessaire, mais c'est quelque chose, avant même le langage et avant même de pouvoir s'exprimer par les mots, l'enfant va être en mesure de pouvoir exprimer quelque chose, pas toujours très clair parce qu'il n'a pas forcément la dextérité, les capacités visuo-spatiales, mais aussi sa capacité à se représenter mentalement, d'avoir des images mentales et de les projeter derrière sur le dessin, mais il peut exprimer des choses et montrer des choses qu'il n'arrive pas encore à faire avec le langage. Donc on a une proximité avec le dessin qui est plus grande certainement que ce qui va se développer techniquement plus tard. C'est rare que les enfants se mettent à prendre un marteau, un burin et puis à aller sculpter quelque chose. Avec le dessin, c'est plus accessible. Une forme aussi accessible que le crayon à papier ou le stylo 4 couleurs que je tiens dans ma main, ce qui est bien parce qu'on peut aussi colorier. Bonjour Camille Salène. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'art plastique. Vous enseignez également la spécialité histoire des arts au lycée à Corbeil-Essonnes. On s'était parlé pour préparer l'émission sur l'histoire de l'art qu'on a faite récemment dans les Très Savoir. Vous vous occupez aussi beaucoup de la question des élèves à besoins particuliers. Et ça, on va y revenir. Est-ce que c'est une discipline qui paraît plus accessible aux élèves? Parce que moi, en discutant avec des enseignants, ce qu'on m'a aussi raconté, c'est que les élèves se jugent pas mal et qu'on a souvent l'impression de ne pas savoir dessiner. Donc, il y a à la fois le sentiment de proximité et le sentiment de difficulté qui vient très rapidement. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément en tant qu'enseignant d'art plastique. Madame, je ne sais pas dessiner.
Mais déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on enseigne les arts plastiques, on n'enseigne pas que le dessin. Bien Le sûr. dessin a bien sûr sa place, et donc sa place effectivement très importante avec l'évolution, on va dire, artistique des pratiques. Mais on enseigne aussi la photo, la vidéo, la performance, le volume, l'assemblage, la sculpture, le modelage, etc. Euh, et en tout cas, une grande partie de notre travail, c'est donc d'amener ça, donc de mettre vraiment l'accent sur la pratique, la créativité des élèves. Et dès qu'on vient sur des questions de pratique du dessin, il s'agit de désamorcer les craintes de la plupart des élèves, enfin de nombreux élèves, par rapport à la pratique du dessin qui peut être un peu impressionnante et où ils peuvent se mettre des freins. Ça, c'est une chose. Après, il y a autre chose, c'est qu'effectivement, dans le profil des élèves, on peut avoir certains élèves qui vont avoir une dyspraxie légère ou moins légère. Et pour cela, ça va être une vraie difficulté très concrète, très cognitive, physiologique. Et là, voilà, c'est aussi la force des arts plastiques de pouvoir proposer une variété de pratiques qui va permettre de contourner euh, cette difficulté. Avez-vous noté, comme certains enseignants de maternelle ou d'élémentaire me l'ont dit, que les enfants d'aujourd'hui avaient plus de difficultés ou en tout cas paraissaient moins à l'aise avec la tenue même du crayon, du stylo, du pinceau, mais là on parle de dessin, et même des ciseaux si on a envie de découper, et que finalement toute cette fonction de la main, elle est peut-être moins valorisée aujourd'hui, moins dans la vie courante tout simplement. Alors, avec mes 15 ans de pratique d'enseignement, je n'ai pas mesuré personnellement un écart, une évolution dans ce sens-là. En revanche, c'est vrai que j'ai lu un certain nombre de choses là-dessus, le rapport aux écrans des enfants. Et donc, il est vrai que le cours d'art plastique, notamment au collège, hein, j'ai enseigné 15 ans au collège, mais donc qu'on continue bien sûr dans la spécialité et les options en art plastique au lycée, c'est vraiment le cours où on développe la motricité fine, un rapport au médium, donc au support, un rapport aux outils graphiques, où on touche au crayon, au pastel sec, pastel gras, le fusain, l'encre de Chine. Comment est-ce qu'on va dessiner autrement avec justement d'autres supports, avec du fil, comment est-ce qu'on va broder, comment est-ce qu'on va coller, comment est-ce qu'on va déplacer le dessin sur d'autres supports. Bref, toutes ces questions-là qui sont super intéressantes et qui sont très, très présentes dans notre cours. Et donc, je pense que oui, c'est très important d'accentuer ces temps-là de pratique et en tout cas de les préserver. Mathieu Cassotti, la motricité fine, c'est important de la développer, j'imagine, et de l'entretenir et de continuer à la développer, passer la petite enfance. Mais pourquoi? Bah, parce qu'on peut en avoir besoin. C'est parce qu'effectivement, en fait, la difficulté, c'est qu'on n'est pas en sachant dessiner, en étant. Il n'y a pas voilà, il y a pas de gêne du dessin ou de gêne de la motricité fine. On a tous des compétences, on a tous un cerveau qui nous permet d'apprendre et qui nous permet de nous entraîner. Et dès lors qu'on va s'entraîner, et les enfants sont très très forts là-dessus, parce que quand ils ont envie de faire quelque chose, ils vont le répéter 100, 200, 300 fois. Et donc, juste faire un trait et être capable juste de faire un trait droit, ouais, bah, il y en a, ça prend beaucoup de temps en fait de pouvoir réussir à faire un trait droit. Mais si vous le faites 200-300 fois, à la fin, il va devenir de mieux en mieux. Ça, c'est la plasticité cérébrale, c'est ce qui nous permet véritablement d'apprendre. Mais si vous apprenez à jongler, vous allez avoir exactement la même chose. Au départ, on n'y arrive pas, c'est compliqué. Et puis, avec l'entraînement, ça fonctionne. Et là, effectivement, le fait de pouvoir dessiner, d'avoir justement d'avoir une image mentale de ce qu'on souhaite faire, et d'ensuite de pouvoir, par une coordination motrice, être capable finement de pouvoir le faire. C'est vrai sur le dessin quand on doit faire un trait, mais c'est vrai aussi lorsqu'on est obligé de colorier, par exemple. Toutes les activités de coloriage qu'on fait, il ne faut pas dépasser, il faut être bien, etc. Tout ça, c'est je focalise mon attention, je contrôle et j'ai une autorégulation en fait de mon comportement, et je vais être en mesure effectivement de pouvoir très finement faire des choses. Si je vous pose cette question aussi, c'est parce qu'on a parlé des écrans, mais il n'y a peut-être pas que les écrans, hein, du reste. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces pratiques sont un peu en recul dans l'éducation. Je parle d'impression parce que c'est souvent mis en avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et
finalement, pourquoi il faut aussi les valoriser du cerveau à la main. Quel est l'aller-retour, en fait? Bah, je pense que si on va en maternelle, vous allez retrouver, des crayons de couleur, vous allez retrouver, du Mm. dessin et une activité de dessin qui est très intensive et très peu d'écran ou voire pas du tout d'écran. À la maison, on peut se poser la question, savoir s'ils sont parfois, plus sur les écrans que sur, d'autres alternatives. Mais j'ai l'impression qu'on projette beaucoup de choses négatives sur les écrans en pensant que, ça va avoir, que c'est le mal de toute notre société. En réalité, les enfants continuent à dessiner, continuent à avoir envie de dessiner, continuent à avoir envie d'écrire avant même de savoir lire. Ils ont cette appétence pour le média et dès lors qu'on leur donne en maternelle, en primaire, on leur donne ces éléments-là, ils le font et l'écriture, c'est pareil au collège. Ils vont écrire, ils vont utiliser un stylo comme avant, hein. C'est faut pas croire qu'ils sont tous sur des ordinateurs au collège en train d'écrire. Non, ils utilisent encore les médias, classiques, en tout cas en France. Alors, le dessin à la maternelle, c'est une pratique qui sert finalement à tous les apprentissages. C'est pas seulement une pratique artistique, mais c'est aussi une pratique artistique. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué Céline Bachy. Elle est professeure des écoles en maternelle à Paris. En fait, on a parlé hyper longtemps dans un café. Je l'avais enregistré et puis elle m'a envoyé ce vocal. Quand je réfléchis à ma pratique de classe, c'est presque l'activité qui relie tous les domaines d'apprentissage de la maternelle. Parce que dans chaque domaine, la pratique du dessin, même si elle n'a pas les mêmes objectifs et qu'elle mobilise pas les mêmes compétences chez les élèves, à chaque fois, elle est essentielle à ce qu'ils doivent construire. En mathématiques, c'est vraiment une façon pour eux d'appréhender l'espace, de comprendre les formes géométriques en les traçant, en apprenant à les tracer. C'est comme ça aussi qu'ils approchent la différence entre le volume et puis les surfaces planes. C'est aussi comme ça qu'ils passent à la symbolisation de beaucoup d'activités qu'on fait en manipulation. Mais on sait très bien que la compétence mathématique, d'aller vers l'abstraction, elle est essentielle. Et c'est aussi de laisser une trace en dessinant ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont compris qui permet ça. Et ça, c'est vrai en numération, c'est vrai en géométrie. En sciences, c'est vraiment aussi une façon d'affiner leur regard. Quand on est dans le dessin d'observation, c'est encore une compétence très spécifique finalement du dessin, mais qui aide à entrer dans affiner le regard, découvrir le monde, comment je le représente. En art visuel, c'est encore très différent si c'est du dessin dirigé ou du dessin libre, mais là encore une fois, on peut travailler à la fois la précision, la concentration et parfois complètement autre chose qui est justement l'espace où ils peuvent le plus exprimer presque en maternelle leur singularité, avoir un mode d'expression très personnel et où on voit beaucoup de choses, ça laisse place à beaucoup de choses de leur personnalité, de leur caractère. Mais même en musique, finalement, la façon dont parfois le dessin, ça sert à retranscrire, on peut retranscrire des partitions avec eux. Ils essaient d'écrire la musique en la dessinant, avec, des petits symboles qu'ils créent. Donc c'est une source vraiment, infinie finalement de pratiques, d'objectifs, de compétences et c'est un espèce de lien entre, énormément de domaines. Et puis, c'est aussi dans la pratique du dessin libre des élèves, un espace, voilà, de création possible très libre et ils s'en saisissent quand même très souvent, quand ils arrivent à l'école. C'est un moment essentiel, ils s'installent, ils se posent, ils dessinent librement et ils échangent entre eux sur ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est un moment aussi où ils réinvestissent parfois ce qu'on a construit ensemble en classe, en graphisme, dans des activités plus structurées et tout à coup, ils se les réapproprient pour créer leur propre projet. Mais en fait, c'est incroyable parce que plus je réfléchis au dessin et à la pratique du dessin en classe, plus je me rends compte à quel point elle est, omniprésente dans, tous les domaines. Alors, réinvestir ce qu'on a appris en classe, c'est par exemple faire des cheveux bouclés à ces personnages parce qu'on a appris à faire des boucles pour ensuite faire des E et des L quand on écrit. Le graphisme, hein, c'est à la fois dessiner et écrire. Et puis Céline Bachy soulignait quelque chose d'assez important pour les enfants et les adultes, quelque chose autour du don.
quand ils veulent, partager quelque chose avec l'enseignante ou avec un autre élève, ce qu'ils font, c'est un dessin. C'est quand même, pour eux, on sent le cadeau, un cadeau très important, donc c'est qu'on sent dans l'intention qu'ils y mettent quelque chose de fort. Un élève qui arrive le matin avec un dessin, qui a fait un dessin pour sa maîtresse et qui a un grand sourire quand il nous le donne, on sent que voilà, il y a mis quelque chose d'important pour lui et ils se font aussi en classe, des dessins les uns pour les autres qui se mettent dans leur casier et je trouve que c'est aussi enfin, ça montre à quel point, à cet âge-là, c'est par le dessin aussi que finalement ils entrent en communication avec les autres. C'est un autre support que celui du langage pour, dire beaucoup de choses. Camille Salène, c'est important de montrer aussi, c'est quelque chose qu'on montre, le dessin, alors pas seulement aux autres, mais parfois qu'on expose, par exemple, dans la salle de classe. Ça fait aussi partie de la fonction, du dessin et de la production artistique, à l'école? Alors oui, la partie, présentation, des productions, des élèves, fait complètement partie, heu, de l'enseignement, des arts plastiques, du cours d'art plastique et donc ça peut être, entre autres, le dessin et donc ça peut être montré, oui, le dessin sous plusieurs, formes. Ça peut être le dessin en tant que projet, hein, on l'a vu, tout à l'heure, en tant que langage, ça peut être un dessin sous forme de croquis. Donc qu'est-ce que les élèves ont compris de ce qu'ils ont, Mmh. perçu? Comment est-ce qu'on ça permet en fait de comprendre le monde, c'est-à-dire vraiment de le prendre avec soi. Mais ça peut être aussi des dessins, avec une dimension plus de mimésis, voilà, de trompe-l'œil, de vouloir, représenter, le réel et ça peut être aussi des dessins, plus imaginaires, où on va davantage se laisser porter ou être vraiment dans une pratique graphique, presque abstraite comme ça qui va venir, nous nourrir et là, on va avoir un bénéfice un peu de bien-être et voilà et tout ça, oui, bien sûr, ça constitue, les très diverses, pratiques, graphiques et qui sont très importantes de montrer, en effet. Et c'est ce qui fait aussi, des arts plastiques une discipline un petit peu à part, hein, parce que c'est voilà, on peut montrer, quelque chose. Que vous a inspiré, la réflexion, de cette professeure des écoles sur les ponts entre les savoirs? Et je poserai la question à Mathieu Canotti après. Dessiner pour comprendre des maths, du français, un concept, même sans faire de schéma, hein, mais voilà, comme soutien à la pensée, à la mémorisation. Oui, bien sûr que le dessin est un langage. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect un peu méta. On est vraiment là-dedans, avec le dessin. C'est vraiment, ça permet vraiment d'être dans l'avant-projet. Enfin, à partir du moment où on se met à penser, en fait, le dessin, il enclenche, une réflexion. Heu, il enclenche de la pensée et après c'est une sorte de cercle vertueux où quand on commence à dessiner, les idées, viennent d'elles-mêmes et elles se structurent, d'elles-mêmes, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, je pense, dans la pratique du dessin. C'est pour ça que le dessin aide à comprendre, Mathieu Canotti, parce qu'il montre le mouvement de la réflexion. C'est ça, hein, qu'on veut dire par méta. Oui, ça permet vraiment de, passer par un autre média que le langage. Le langage, c'est un formidable outil pour penser, faire des schémas, mettre les choses ensemble, montrer les relations. C'est aussi un autre outil qui nous permet de penser et de façonner notre pensée, de nous réguler, d'effacer, de recommencer et donc ça, c'est fondamental. Mais j'ai envie de dire, le dessin, il a aussi une autre fonction à l'école qui est que, quand vous êtes pendant 1 heure à écouter un cours, il y a un moment donné, vous décrochez. Il y a un moment donné, vous pensez à autre chose, ce qu'on appelle l'errance de la pensée, le mind wandering. Et on s'est rendu compte que le fait de gribouiller, pas de dessiner en étant concentré, mais juste de gribouiller pendant qu'on est en cours, vous savez, les trucs qui ressemblent à rien, qu'on fait de manière complètement automatique, eh ben, on pourrait croire que c'est une double tâche et que ça va limiter notre capacité intentionnelle. C'est exactement l'inverse. Et là, ça va avoir plutôt, en fait, ça va faciliter, en fait, le rehaussement attentionnel, notre réveil, et ça va faire qu'on va mieux retenir et mieux écouter, en fait, le cours qui est en train de se passer. Donc c'est une pratique à encourager. Donc on parle de gribouiller. Par exemple, dessiner son prof, c'est pas OK. On va être trop Non, concentré, mais j'ai une petite répéter des feuille, je suis formes en train. abstraites. Effectivement, je répète des formes abstraites, je suis en train de greffier, je fais des petits triangles, des petits ronds, des trucs. Il faut pas que ça prenne en fait de la charge mentale. Donc, il faut pas que ça prenne des ressources en fait mentales. Il faut que ce soit quelque chose d'assez automatique. Mais ça va nous engager dans une activité qui va faire que on va moins aller vers l'errance de la pensée et être un peu plus attentif et donc mieux retenir l'information. Camille Salène.
Oui, je pense qu'en effet, ça va dépendre aussi des profils d'élèves. Parce que, enfin, moi, je parle d'élèves du coup. Mais on va trouver ça, par exemple, chez un élève qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est effectivement une pratique qui peut le canaliser, le recentrer. Pour un élève, au contraire, qui va avoir un TSA, un trouble du spectre autistique, c'est peut-être quelque chose qui va lui permettre de s'exprimer avec un autre système de langage. Heu et par exemple, pour un élève qui va avoir une dyslexie, ça va être, un moment où il peut être, en réussite. Voilà, en tout cas, le dessin, permet, en effet, beaucoup plus de choses que de simplement, représenter, du réel et il y a vraiment d'énormes bénéfices, cognitifs parallèles. Alors, qu'en est-il de la mémoire? On me parlait, enfin, Céline Leclerc, exactement, de France Culture, me parlait du dernier opus de Fred Vargas, qui met donc encore en scène l'inspecteur, commissaire, je crois, Adamsberg. Et donc, en faisant référence à un poème de Nerval, Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. L'enquêteur donc se remémore ce poème en se remémorant un dessin qu'il avait fait à l'époque. Il n'avait pas tellement compris le poème, mais en avait saisi l'essence, lui avait dit son professeur. Donc voilà, je restitue un peu le texte que vous lirez. De toute façon, ça ne spoile pas l'enquête. Qu'en est-il du dessin pour la mémorisation? Parce que vous dites, voilà, on écoute, mais est-ce que on peut refaire un dessin, se rappeler d'un dessin pour se rappeler d'une idée, d'un concept? Bah, à partir du moment, multiplier en fait les formes d'encodage, ça peut être, de faire de la copie à distance, essayer de se souvenir en fait et d'essayer de renoter. Recopier, ça sert à rien. Recopier un cours, on sait que si vous recopiez un cours et que vous n'êtes pas attentif, ça sert à rien. Mais par contre, essayer de se remémorer les choses et de les réécrire, ou de se remémorer les choses et les dessiner, faire une image mentale, c'est-à-dire essayer de garder à l'esprit en fait l'image du dessin qu'on a pu faire. Effectivement, c'est multiplier les formes d'encodage et c'est bon pour la mémoire. Ça permet de faciliter la mémorisation des choses. Donc, avoir un encodage verbal, avoir un encodage visuel, ça permet, voilà, vous fermez les yeux, vous voyez le schéma, vous savez où il est, s'il est à gauche, s'il est à droite, ça vous permet de faciliter en fait la récupération derrière. Camille, Salem? Oui, par exemple, quand on fait une sortie, dans un musée ou quand on projette, une référence d'une œuvre, de l'histoire de l'art, moi j'invite toujours les élèves à en faire le croquis parce que, là aussi ça permet de vraiment déjà d'analyser, ce qu'ils ont, devant eux. Ça les oblige à observer, en détail et donc là encore de comprendre vraiment, ce qu'ils ont sous les yeux et de le prendre avec eux et de l'avoir en mémoire, quelque part, presque pour toujours. Même si, au final, le support, se perd, s'égare, disparaît. Il y a cette expérience, en fait, du dessin qui prend le dessus, et qui est un outil d'apprentissage, et de mémorisation et de compréhension et d'analyse. Parce que c'est une grande question, hein. Qu'est-ce qu'on fait des dessins? Des dessins d'enfants, des dessins qu'on a produits soi-même, parce que, évidemment, comme on n'est pas Michel-Ange, en général, on les jette, mais finalement, c'est d'avoir produit ce dessin qui fait qu'on s'en souvient, puisqu'on peut le reproduire, et peut-être encore d'une autre façon, mais se rappeler, c'est toujours évoquer son souvenir d'une manière nouvelle. Alors, on va tirer un peu l'émission du côté des artistes avec Rose Vidal, qui est artiste, autrice, critique d'art. Elle m'a gentiment parlé de la place du dessin dans sa création et même dans sa vie. J'ai eu plusieurs gestes de dessin dans ma vie. Il y a eu le dessin compulsif de l'enfance, puis le dessin plus difficile de l'adolescence parce qu'il devait cohabiter avec l'écriture. Et aujourd'hui, je crois que le dessin est vraiment pour moi comme une antichambre, à la fois de la création, c'est-à-dire quand on passe par le brouillon avant de fabriquer un objet, mais aussi une antichambre du rapport au monde. C'est-à-dire être dans le monde, c'est être dans une création. Et le dessiner, c'est un peu, d'une certaine manière, prendre le temps de reparcourir ses traits, ses couleurs, ses volumes. Et c'est une manière de prendre la création dans la main, c'est-à-dire de se rendre intime avec le monde qu'on habite. Et de le garder en mémoire aussi. Rose Vidal est également autrice de Dramadol, publié chez Gallimard. Je trouve ça très très beau ce qu'elle dit. Emmanuel Tiblou, cette idée de ressaisir
sa pensée. Est-ce que dans les écoles d'art, dont on va aussi parler dans cette émission, c'est quelque chose qui est dit, qui est un peu théorisé, sur laquelle on réfléchit ensemble, ou est-ce que finalement chaque artiste en devenir fait à sa façon? Sur la question de la ressaisie de la Ouais, pensée. sur la place du dessin, esquisse ou non, dans la création. Bon, ce qui est certain, c'est que le dessin est vraiment à l'origine de la forme. Enfin, il y a un mot qu'il faut absolument employer, c'est cette question de la forme. C'est-à-dire qu'on a tendance à définir l'homme, l'être humain, comme un être parlant, mais il faut aussi avoir à l'esprit que l'être humain a cette dimension d'artiste, c'est-à-dire cette dimension de créateur, d'interprète, de lecteur et de mémoire des formes. Et le dessin, c'est vraiment cette intelligence de la forme, cette ouverture de la forme. L'école d'art, par définition, c'est une école qui a vocation à former des artistes ou à s'adresser et à développer cette part de l'humanité qui est cette part artistique ou cette part artiste. Tout le monde ne va pas devenir artiste. En revanche, tout le monde va développer cette dimension artiste. Et donc, développer le dessin qui est vraiment à l'origine des arts. C'est-à-dire que le dessin est à la naissance ou à l'origine ou à partie liée avec la peinture, l'architecture. Et puis aujourd'hui, dans un pays comme la France, avec la bande dessinée, avec le cinéma d'animation, il y a toute forme de dessin. Ensuite, vous avez des systèmes de hiérarchisation de ces dessins, avec un système dominant qui est le système des beaux-arts, qui parie ou qui croit dans l'autonomie des formes produites et qui va valoriser un certain type de dessin, qui est le dessin autonome. Et puis, vous avez un autre versant qu'on a tendance à considérer comme mineur, qui est le versant des arts décoratifs, des arts appliqués, ou de l'illustration, ou du dessin animé, ou de la bande dessinée, qui, dans cette espèce de hiérarchie très française qui fait prévaloir le système des beaux-arts, a tendance à être considéré comme secondaire. Moi, je ne crois pas du tout à cette hiérarchie. Je crois que le dessin est absolument fondamental. Il est central à l'école des arts décoratifs. L'école des arts décoratifs, c'est une école qui a été créée en 1766 comme école royale de dessin, comme école gratuite de dessin. Et donc, le dessin est vraiment au cœur de la pédagogie. Ensuite, vous aurez toujours ce discours un peu nostalgique, qui est le discours de la dégradation, le discours de la perte, le discours du remplacement, qui n'est pas forcément grand. Alors, sans vous interrompre, mais simplement en ouvrant une parenthèse, on revient aux propos donc, de Frédéric Pajac, qui fustige un tournant, mais sur lequel on serait revenu, un peu numérique, où on dessine moins avec sa main, mais plus avec des outils informatiques, plus en produisant de manière presque plus automatique et finalement moins physique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé ou pas tellement. De toute façon, le dessin garde sa place. Mais depuis la naissance de l'imprimerie, depuis la naissance de l'industrie, l'humanité est hantée par la peur du remplacement, par ceci qui va remplacer cela. Et dans l'éducation, ça marche pas mal. Hein. Voilà, ça marche beaucoup. Je crois que toute l'arrivée de nouveaux outils ou de nouveaux paradigmes ne remplace pas tout à fait les anciens. On s'arrange toujours pour faire coexister différents usages, différentes façons de faire. Ce qui est certain, c'est que le dessin à partie liée avec la question du support, avec la question de la matière, avec la question du geste. Dessiner, c'est s'intéresser au papier, c'est s'intéresser à la plume ou au crayon ou au stylo, c'est s'intéresser au format. C'est aussi entrer dans un certain rapport au temps et dans dans une maîtrise de l'attention. Aujourd'hui, par exemple, c'est une question qui me semble beaucoup plus cruciale, c'est cette question de l'attention, ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention ou le capitalisme de l'attention. Et celui ou celle qui dessine, c'est celui qui décide de résister, de se soustraire, de devenir le réfractaire
de rester réfractaire à tous ces dispositifs de captation de l'attention. Et quand vous entrez dans le dessin, vous entrez alors, ou bien dans le rapport à un modèle, ou bien dans le rapport à une pensée ou à une imagination. En tout cas, vous entrez dans une temporalité qui est vôtre. Et il y a moi, ce qui me fascine chez les étudiantes et les étudiants qui sont engagés dans le dessin à l'école des arts décoratifs, donc c'est un secteur qui s'appelle image imprimée. C'est la façon dont ils sont à la fois complètement, un peu comme des geeks, complètement fermés et dans une relation assez compulsive au dessin. C'est-à-dire que ce n'est pas une pause que de se balader avec un stylo et un carnet. C'est vraiment entrer comme ça dans cette relation compulsive. Et alors, étonnamment, j'ai retrouvé ça, c'est que cette dimension maniaque ou compulsive du dessin, elle est déjà relevée, par exemple, par Vasari à propos de Michel-Ange dans les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Et il note ceci, écoutez bien, son génie, il parle de Michel-Ange, son génie le portait au plaisir du dessin, c'est très très beau ça, le plaisir du dessin, et il y passait à la dérober tout le temps qu'il pouvait, ce dont son père et ses aînés le grondaient. Et aujourd'hui, à l'école des arts déco, on est vraiment dans voilà, les étudiantes, les étudiants qui sont dans le dessin, ils sont dans cette activité assez exclusive, assez frénétique. Et pour autant, on considère qu'on doit donner davantage de place au dessin dans l'école. Alors certes, il y a ces nouveaux outils qui arrivent, mais si on considère que le dessin est l'intelligence de la forme ou l'ouverture de la forme, alors le dessin est absolument fondamental. Et c'est dans cet esprit qu'on a créé cette chaire avec Hermès, qui s'appelle donc le NI, Nouveaux imaginaires du dessin, et qui vise véritablement à soutenir, à consolider, à développer l'enseignement, la pratique, la sensibilité au dessin à l'école. Pour continuer à dessiner comme on a commencé à le faire dès la maternelle, dès la crèche peut-être, en tout cas très, très petit. On commence par gribouiller, c'est ça aussi la naissance de la forme. Emmanuel Tiblou, et vous avez parlé de mise en forme, de représentation. Chez les enfants, cette mise en forme, elle nous apprend quelque chose, par exemple de leur développement, de la manière dont ils commencent à se représenter bien pour commencer eux-mêmes. Et c'est le fameux test du bonhomme, test ou pas test d'ailleurs, parce qu'on fait dessiner des bonshommes aux élèves de maternelle. Alors j'ai amené, c'est un peu un souvenir, ces fameux torchons. Parfois c'est des tasses, des mugs où on regroupe les dessins des élèves de l'école et on voit bien la différence entre la petite et la grande section. C'est même assez fabuleux de passer bien d'une espèce de patate ou tétard à un dessin un peu plus sophistiqué dans lequel le personnage a des chaussures avec des lacets, par exemple. Ça dit quelque chose du développement de l'être humain, en fait, de la personne, voire de la personnalité. Je vous regarde avec toute l'attention que requiert cette question importante, Mathieu Cassotti. Mais c'est se représenter soi aussi et représenter ce que c'est qu'un corps, par exemple. Et on peut y accéder. C'est aussi parfois représenter ce qui nous arrive. Parfois des faits de violence. On sait qu'on passe par le dessin chez les psychologues, etc. pour dire ce qu'on ne peut pas forcément dire avec des mots. Oui, alors sur cette question, je vais être très prudent parce qu'il y a beaucoup de mythes en fait. C'est un peu comme le rêve où on pense que voilà, si vous avez rêvé de telle ou telle chose, ça veut dire ça. Si votre enfant il n'a pas réussi à dessiner ça, ça veut dire ça. Et donc on se retrouve parfois dans des interprétations très rapides, la plupart du temps fausses. Et autant, ce qui est sûr, c'est que pour le psychologue clinicien qui est confronté à un enfant, par exemple, qui ne parle pas ou qui n'a pas la possibilité d'exprimer les choses, soit parce qu'il n'a pas le langage, soit parce que c'est compliqué, utiliser un média comme le dessin, ça permet d'entrer en communication différemment et de lui permettre aussi de s'exprimer quand il n'a pas forcément les mots pour pouvoir le dire. Mais, une fois qu'il y a le dessin, là, ça devient, j'ai envie de dire, un travail du psychologue clinicien d'essayer de l'interpréter, de le comprendre, d'investiguer et de creuser. Mais c'est pas parce qu'il va gribouiller le visage de son père qu'il a été maltraité. Je le dis parce que je l'ai déjà entendu. Ah, tu te rends compte, il a gribouillé, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être rien. Faut pas procéder à des interprétations sauvages à tout va. Mais je reviens à ma question de l'évolution entre les 3 et les 6 ans, c'est assez fou de voir que le nombril,
va apparaître. Parce qu'au départ, on est dessiné un peu en transparence, hein. Souvent, les enfants aiment bien représenter le corps sous les vêtements, voire pas de vêtements. Et puis, de plus en plus de détails arrivent, mais parfois, c'est pas du tout des détails, c'est juste le corps, parce qu'au départ, c'est une patate avec des bras. Mmh. Il y a énormément de progrès cognitifs qui permettent ça. C'est-à-dire, c'est à la fois leur image d'eux-mêmes, leur compréhension de ce qui les compose, c'est à la fois leur meilleure capacité aussi à utiliser un crayon et à pouvoir dessiner et à pouvoir projeter en fait ce qui se représente. Donc effectivement, il y a encore une fois toute une cascade en fait cognitive qui va leur permettre en fait de mieux représenter ensuite derrière et de mieux dessiner. Et d'apporter des détails sur lesquels ils vont porter leur attention, parce qu'on sait que les enfants, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, ils vont se focaliser sur les détails. Donc vous parliez du lacet, vous parliez du nombril, vous parliez des petites choses qui, pour nous, quand on dessine un bonhomme, n'est peut-être pas ce qu'on va mettre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la forme globale, c'est plutôt d'avoir des bras, d'avoir des jambes, etc. Eux, ils vont se focaliser sur l'ensemble des détails parce qu'ils portent leur attention sur ces éléments-là. Camille Salel? Oui, puis je crois qu'il y a aussi ces deux objectifs différents dans le dessin. Un enfant de... Moi, j'ai aussi un fils de 6 ans. Et je vois un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans va être simplement dans le plaisir du dessin et du geste et voilà, du support. Et c'est très spontané. Et c'est très beau, d'ailleurs, je trouve. Alors que il y a un moment donné où il y a une bascule qui s'opère et où il rentre dans un objectif de représenter voilà, quelque chose précisément, enfin voilà, avec une volonté de représentation et d'attente aussi, de correspondre à une attente sociale, enfin une attente aussi voilà, plus stéréotypée et plus construite d'essayer de faire image. Ce que ensuite on essaye de déconstruire et de retrouver en tant qu'artiste, enfin qu'on peut en tout cas essayer Pour, de déconstruire pour essayer de retrouver libérer. cette spontanéité, libérer le geste, etc. Et ça, je pense que mais c'est une attente sociétale en fait qui est très forte, notamment à l'école. Je pense à la maternelle, cette attente du bonhomme, c'est vraiment un truc très attendu. Mais voilà, pour moi, c'est pas, ça devrait pas être une obligation, en tout cas. Emmanuel Tiblou? Oui, je crois que le dessin a aussi vraiment partie liée avec le détail, c'est-à-dire que le dessin, c'est entrer dans entrer dans une temporalité, entrer dans une attention à la forme. Alors évidemment, qui peut prendre la forme, enfin qui peut donner lieu à des dessins d'ensemble, mais c'est aussi ce sens du détail. Et d'ailleurs, la façon dont c'est par le dessin, en fait, que les artistes vont s'autonomiser et se séparer des artisans. À la fin du XIVe siècle, que vous avez cette partition qui se met en place. Et l'artiste, c'est celui qui est du côté donc, du dessin, c'est celui qui dessine. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à créer, par exemple, la possibilité des esquisses, des détails, à utiliser le dessin aussi pour le mettre au carreau, c'est-à-dire pour développer la grande échelle. Et le dessin, ça arrive dans notre langue avec un mot qui s'écrit dessin 2-S-E-I-N, et c'est le même mot qui veut dire le dessin au sens de l'intention et le dessin au sens de l'exécution, de la mise en forme. Et l'artiste, et c'est à partir en tout cas de la naissance, à partir du dessin et avec le dessin, que vont se distinguer ces deux opérations de l'intention ou de la conception et de l'exécution. Et l'artiste, ça va être celui qui est capable de dessiner son intention. Et c'est ce moment où arrive cette expression du dessin comme cosa mentale, c'est-à-dire le dessin comme chose mentale, comme intention, comme conception qu'on déploie. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important d'avoir en tête cette dimension du dessin comme élément distinctif, mais aussi comme pratique extrêmement partagée, extrêmement commune. Et ce qui est passionnant avec le dessin, c'est cette dimension absolument ambivalente, le contradictoire. C'est un peu que c'est un fait total, le dessin. C'est-à-dire, il y a des enjeux psychologiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux historiques, et il y a une dimension matérielle très, très, très forte. Et c'est pour ça que le dessin est absolument central. Et c'est pour ça que je maintiens que dans les écoles d'art, le dessin
dessin reste... Non, mais le dessin reste central. Ça fait une vingtaine d'années que je dirige des écoles d'art. Et donc, j'ai vu arriver, évidemment, tous ces outils. Mais je peux vous assurer que de la première à la 5e année, les étudiants, les étudiantes restent complètement engagés dans cette pratique, souvent ou parfois compulsive, assez frénétique et joyeuse du dessin, parce que c'est leur espace-temps. Et puis, il y a cette relation entre les enfants et les artistes. Je parle de ceux qui dessinent. Picasso, il faut toute sa vie pour apprendre à dessiner comme un enfant, mais ça peut vouloir dire plein de choses, dessiner comme un enfant. Et puis, évidemment, Paul Klee. Il y a ce point remarquable chez Klee aussi de son catalogue raisonné, où il va intégrer ses dessins de sa propre enfance et il va exclure ceux de ses études, quoi. Ça, c'est un geste quand même absolument remarquable et qui va complètement dans le sens de ce développement de son individualité artistique, quoi, où il faut retourner à cette source presque pour faire valoir ce qui suit. Mais c'est vrai que chez Klee, le dessin d'enfant, c'est pour lui le début même, c'est l'origine même de son évolution. À partir du moment où il revient à ses dessins d'enfant, c'est grâce au retour à ses dessins d'enfant qu'il peut évoluer et reprendre, en fait, regrandir à partir de son dessin d'enfant. Voilà, 2 historiens de l'art qui s'expriment au sujet de Paul Klee, peintre du début du XXe siècle. C'était une série à l'aise des traits pour traits et l'épisode c'était dessiné comme un enfant. Ce lien, donc Paul Klee n'est pas le seul à l'établir, mais c'est peut-être des artistes qu'il a le plus fait. Qu'est-ce qu'il a produit sur notre conception du dessin et du dessin d'enfant et du dessin d'artiste? Parce qu'il y a une sorte de facilité à faire ce lien, alors que c'est pas si facile de dessiner comme un enfant et c'est pas si facile de dessiner pour les enfants, on l'a dit, Emmanuel Tiblou. Alors, ce rapport étroit entre le dessin et l'enfance, je pense qu'il est vraiment lié absolument au fait que le dessin est du côté de l'ouverture, du commencement, donc de l'enfance, mais aussi de l'enfance de l'humanité, de la naissance de la forme, de la naissance des arts. Et ce qui fascine, ce qui a toujours fasciné les artistes dans les dessins d'enfants, c'est que l'enfant, donc par définition, c'est l'infant, celui qui ne parle pas, et c'est que le dessin se manifeste à l'âge de l'enfant comme cet autre sens qui est l'autre de la parole, en somme, et qui est ce sens de la forme. Pour autant, je pense qu'on aurait tort d'opposer, par exemple, le dessin à l'écrit. Et puisqu'on en était à Paul Klee, Paul Klee écrit quelque part que écrire et dessiner sont identiques en leur fond. Et quand on revient comme ça à cet apprentissage chez les enfants, on voit que ce qui va se succéder, en tout cas, à l'apprentissage ou à la pratique du dessin, ça va être une pratique de l'écriture, mais une pratique de l'écriture calligraphiée, c'est-à-dire une pratique de l'écriture qui est vraiment dans la continuité du dessin. Donc attention à ne pas trop opposer écriture et dessin. De la même façon, je pense qu'on a tort quand on minore, par exemple, l'illustration qui tend à se représenter le dessin comme secondaire. Il me semble plus juste de parler, comme par exemple une artiste contemporaine assez fascinante qui est Ethel Adnan, qui est, comme Klee, elle est dans cette relation étroite, cette discussion permanente entre le dessin et écriture, de parler de traduction ou de correspondance ou d'écho entre une pratique qui est celle du dessin et une pratique qui est celle de l'écriture. Dans les 2 cas, en tout cas, on est complètement engagé dans le trait, dans ce rapport à la forme, qui me semble absolument fondamental. Et je pense que pour finir, ce qui fascine chez les enfants, c'est qu'ils sont totalement absorbés par cette pratique. Et d'une certaine manière, l'enfant, par
par définition, il est bon qu'à ça. Il est bon qu'à ça, c'est-à-dire qu'il ne parle pas et il ne peut que le dessiner et il va incarner le engagement total dans le dessin et dans la naissance de la forme, dans cette ivresse aussi des commencements, du tracé. Avec un plaisir, hein, en particulier chez les tout petits, bon, on peut appeler ça du gribouillage ou non, mais en tout cas, ce geste du tracé. Et pourtant, Emmanuel Tiblou, si je vous ai bien lu, vous n'aimez pas trop la formule enfance de l'art, vous lui préférez adolescence de l'art. Pourtant, là, on n'est plus dans l'ivresse du tracé à l'adolescence. Alors, pourquoi l'adolescence plutôt que l'enfance ? Bon, à l'endroit du dessin. Hein. Oui, donc ça c'était ce petit texte que vous avez la gentillesse d'évoquer, c'était pour cette très belle revue qui s'appelle Le Monde d'Hermès, qui est éditée par la maison Hermès. Et c'était pour aller un peu contre cette idée reçue du dessin comme enfance de l'art. Et ce qui m'intéresse dans cette notion d'adolescence, c'est que l'adolescence, c'est vraiment ce moment délié, et c'est ce mot, ce très beau mot, est formé donc sur le verbe latin qui est le adolescere et qui veut dire le grandir, et adultus, c'est l'adulte, c'est le participe, le passé passif de l'adolescent, donc c'est celui qui a grandi. Et je trouve que dans le dessin, vous avez ce mouvement qui est à la fois un mouvement de commencement et un mouvement presque le infini. Vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique, qui est de l'ordre du mouvement lui-même, du tracé. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette idée d'adolescence qui nous permet aussi de sortir de cette opposition binaire entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire, ce qu'il y a de fascinant dans l'adolescent, c'est qu'il n'est déjà plus un enfant, mais pas encore un adulte. Et je trouve que cette façon d'être dans le déjà plus et le pas encore, c'est une façon assez juste de parler du dessin qui est d'une certaine manière toujours en train de se faire. Déjà plus et pas encore, c'est toute la vie, Emmanuel Tiblou. Alors, il y a le gribouillage qu'on peut produire pour soutenir son attention, la folie et l'ivresse du trait quand on se met vraiment à dessiner, qu'on est très concentré. Et puis il y a le dessin pour représenter les idées, la logique, leur enchaînement. En fait, ça peut être un très bon support pour comprendre ce qu'on vient d'apprendre, on en a parlé, pour mémoriser, mais aussi pour se représenter autrement quelque chose qu'on n'a pas compris quand on nous l'a expliqué, et même pour le regarder, c'est la fonction des schémas. Ça répond aussi à un fonctionnement de notre esprit. Mathieu Cassotti, j'ai pas envie de dire cerveau, c'est notre esprit qui est en mouvement. Bah oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on apprend à penser, on apprend à réfléchir, on apprend à planifier les choses, on apprend comment dire, à être capable de se les représenter différemment, et que le schéma est un outil psychologique qui nous permet ça. Et qui nous permet ça aussi dans l'interaction sociale, c'est-à-dire que l'enseignant, le tuteur, lorsqu'il doit exprimer et expliquer un concept à l'enfant, il peut bien évidemment passer par des informations verbales, mais aussi passer par du schéma, par du dessin, et lui dessiner, lui démontrer, et lui montrer un petit peu les choses. Donc ça a des effets sur la mémorisation, sur l'attention, mais sur aussi en fait notre façon de nous auto-réguler, c'est-à-dire d'être capable en fait, lorsqu'on est exposé à un problème, de savoir comment on va pouvoir planifier une séquence d'actions. Et la planification, c'est une fonction exécutive, donc s'entraîner par le dessin et par le schéma, c'est entraîner son autorégulation, c'est entraîner en fait ses fonctions exécutives, et on sait qu'elles sont fondamentales pour le développement de l'enfant. Fonction exécutive, on est en plein dans les neurosciences. On vient aux arts plastiques avec vous, Camille Salène. Et dans ce même sens, d'ailleurs, c'est très intéressant de proposer aux élèves de rendre compte de ce qu'ils ont appris en utilisant notamment le dessin ou des cartes heuristiques, ou en tout cas quelque chose de l'expression d'un langage visuel, structurel, spatial, et pas seulement langagier, pour synthétiser ou démontrer d'un processus aussi, ancrer les apprentissages. Ça fait vraiment partie de le dessin en tant que ancrage. Ça, c'est quand on produit le dessin ou quand on voit quelqu'un le produire. Mais il y a plein de collections aujourd'hui comme un petit dessin
par exemple, pour être imbattable en histoire de France, c'est Sandrine Campès qui fait ça au Robert. Moi, j'en ai plein. Alors, c'est peut-être pas la manière dont fonctionne ma mémoire. J'ai aussi plein de bandes dessinées que je reçois ou que j'achète sur des concepts, par exemple, économiques. Vous savez, il y a un manga sur le Capital de Marx. Donc, ça va assez loin, mais on avait parlé ici d'une bande dessinée autour de la distinction de Bourdieu pour parler des sciences sociales. Alors, c'est pas raconté, hein, c'est un récit autour d'eux, mais qui permet de mieux saisir les concepts. Est-ce que voir un dessin et lire une bande dessinée où il y a aussi du texte, ça peut permettre de comprendre ce qu'on n'aurait pas saisi dans une discussion, et par quoi ça fait passer, parce qu'on n'est pas dans les fonctions exécutives, là, Mathieu Cassotti, si je vous ai bien suivi. Alors, on est d'accord qu'on est à la radio, donc c'est assez difficile, Ouais, parce que la radio, c'est exactement... J'avoue, le dessin à la radio, il y a un petit côté Le dessin Paris, à la radio, mais c'est plus difficile, on peut représente, c'est une l'exprimer bonne que action. verbalement. Mais c'est vrai que exprimer des concepts complexes à partir d'un dessin, ça permet parfois de faciliter la compréhension, en fait, de ces concepts. Parce qu'effectivement, le dessin, c'est un média qui vous permet de véhiculer un message qui va être un petit peu différent. Mais vous parliez des schémas, mais il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire que c'est aussi un outil de communication. Vous avez, par exemple, tous les jours, on va avoir des petits dessins de caricatures ou des dessins de politique qu'on va avoir. Et en 3 coups de crayon, en quelques petites phrases, il passe une idée, il véhicule quelque chose de très fort. Et ça, c'est aussi un outil de communication et qui marque et qui reste. On a le dessin. Moi, je me souviens de ce dessin lorsqu'il y a eu l'affaire Charlie Hebdo et qu'il y a eu les tours jumelles façonnées avec 2 crayons. C'est rien d'un point de vue du dessin, mais ça a une symbolique et ça a une force et ça reste en mémoire et c'est très très fort pour ça. Emmanuel Thiblou, ça vous intéresse, cette fonction des symboles? Oui, je sais bien qu'on est ici pour faire l'éloge du dessin, mais ne lâchons pas la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que quand vous parliez de cette tendance de l'époque à faire de toute chose une bande dessinée ou à faire de toute chose un dessin, à un moment, il faut garder les deux ensemble. C'est-à-dire que cette dimension du symbolique, cette dimension du langage, elle me semble absolument fondamentale. Et je pense que c'est bien de lire la distinction dans le texte, que c'est bien de lire Marx dans le texte, que c'est bien de lire la poésie dans le texte, parce qu'il y a une fonction qui est proprement le symbolique, qui est propre au langage, et qui fait qu'à partir de ces mots, c'est-à-dire de cette façon de produire du sens sans faire image, on va quand même se créer un paysage mental qu'on pourra le dessiner ensuite. C'est l'exercice qui est donné à nos enfants à l'école primaire quand ils doivent illustrer une poésie. Et quand on regarde les dessins du reste, on s'aperçoit qu'ils ont leur autonomie propre. Mais je pense qu'on doit pouvoir faire l'éloge du dessin tout en faisant simultanément l'éloge du langage sans image. Et de la radio, hein, donc, qui reste un formidable média qu'on peut aussi écouter en crayonnant. Pourquoi pas? On a parlé des nouveaux imaginaires du dessin. Pour conclure, parce que la formule est peut-être un peu mystérieuse, ce serait quoi, Emmanuel Thiblou? Les nouveaux imaginaires. Pourquoi nouveaux? Les nouveaux imaginaires du dessin, c'est notamment les nouveaux outils, c'est-à-dire sortir de cette vision du dessin qui serait forcément du côté d'un monde perdu ou d'un monde ancien. Il y a un dessin tout à fait contemporain, et puis c'est aussi une façon d'articuler le dessin aux grandes questions qui traversent aujourd'hui la jeunesse, qui traversent aujourd'hui les écoles d'art, c'est-à-dire toute cette nouvelle morale, toute cette dimension aussi de ce souci de l'inclusion, de la bienveillance, de l'empathie, et comment le dessin peut accompagner tout cet imaginaire contemporain. Merci beaucoup. Je précise que vous serez commissaire de la prochaine triennale Art et Industrie, ça m'intéresse beaucoup, organisée par le FRAC Grand Large à Dunkerque. Emmanuel Thiblou, merci. Mathieu Cassotti, merci. Camille Salène, on salue la Grande Lessive, une grande initiative qui a 20 ans cette année, dans laquelle on affiche ces dessins sur un fil avec des pinces à linge, une initiative très populaire. Et pour ceux qui auront la chance d'aller à Arles, je les incite à regarder les œuvres d'Annie Rouda-Bissoise, un ancien élève des Arts Déco, dont j'ai énormément apprécié le travail, de Jacek Jarnucki
c'était pas facile à dire, et de Maria Undasuki, dont j'ai énormément aussi apprécié de voir les œuvres donc à Arles.